Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Surmonter son passé podcast. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Dominique Bemba. J'espère que je prononce bien ton nom. Elle est social media strategist, elle est community manager aussi et rédactrice web. Mais Dominique est une femme qui a eu une vie très riche et qui va vous partager son expérience avec le burn-out professionnel et comment elle s'en est sortie. Donc, ça va être un épisode vraiment inspirant. Bienvenue, Dominique. Merci Myriam de m'accueillir. Comment ça va? Très très bien. En tout cas, ton sourire, si les auditeurs et auditrices avaient la chance de t'avoir comme j'étais en face de moi, ils seraient déjà très heureux, hein. On va essayer de Ah, le communiquer verbalement. oui, voilà, voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter toi-même avec tes mots? Oui, alors pour le métier tu l'as dit, mais si je devais me présenter, je dirais que je suis une jeune femme de 39 ans bientôt, mariée, maman de deux adolescents pardon, 15 et 13 ans. Passionnée d'anglais, passionnée de la vie et de tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement. Je suis très relationnelle en termes de tempérament et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, après reconversion, je suis vraiment dans le social media parce que c'est un moyen d'apporter un service aux gens, d'être dans une espèce de communication avec les gens, essayer de comprendre leur vision, où ils veulent aller, d'où ils viennent et les aider en fait à partager ça sur les réseaux sociaux qui sont les nouveaux médias et nouveaux moyens de communication. Voilà. Mais en fait, tu n'as pas toujours été dans ce métier. Mais tu es à ton compte maintenant. Félicitations. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel un peu? Oui. Alors moi, à la base, je viens du milieu bancaire. Et j'ai longtemps, ouais, 14-15 ans, été dans tout ce qui était banque, assurance, crédit revolving à l'époque. Ensuite, banque, assurance. Et je me suis retrouvée dans le domaine bancaire pur, alors que je voulais vraiment pas faire ça. Mais c'était plus une question d'opportunité, de circonstances. Puisqu'à la base, ça me plaisait, mais pas du tout. Sauf que j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un groupe bancaire international. Et ils ont remarqué que j'avais cette compétence, en tout cas qui était de parler, de comprendre et de m'exprimer en anglais de façon plutôt claire. Et ils m'ont proposé de m'embaucher au départ sur leur centre d'appel. Je l'ai fait 2 ans et puis je m'ennuyais au bout de 2 ans. J'avais envie d'autres choses, de nouveaux défis, de nouveaux challenges et tout ça. Et on m'a proposé d'être chef d'équipe et j'ai pas voulu parce que ça m'intéressait pas de fliquer mes collègues parce que c'était presque ça. Du Ouais. coup, il y avait aussi le fait d'aller en agence bancaire physique, mais ça, je ne voulais pas parce que ben, c'est encore plus flagrant pour moi que c'est quelque chose vraiment, tu sais, c'est un milieu qui est particulier et qui ne me plaisait pas. Et l'opportunité de le faire, mais dans une agence à distance, qui était donc en ligne et dans laquelle on pouvait rencontrer les clients au besoin à la demande, parce que les clients avaient des investissements, de la villégiature en France, donc c'était très ponctuel. Et donc j'ai Mhm. accepté parce que je me suis dit c'est le bon compromis. Je continue à travailler en anglais et ça c'était vraiment le must pour moi. Et c'était beaucoup plus près de chez moi. Mes enfants étaient plus jeunes à l'époque. Donc je suis arrivée comme ça dans le domaine bancaire. Tout allait bien au début. Enfin, tout allait bien. Mhm. C'était un challenge parce que j'avais un poste qui faisait 3 postes en un. Oh, wow. Ouais, Ouais, déjà. 3 postes en un et en même temps, on apprend beaucoup sur le tard. On a une pseudo-formation, mais ça ne remplace vraiment pas l'expérience, la pratique en fait, d'être dans l'agence, de gérer les nouveaux process. Alors nous, en France, on est hyper procédurier. Mhm. On est J'ai entendu ça. ah, comme disaient les Ouais. clients, French bureaucracy. C'est merveilleusement orchestré. Et donc, il fallait apprendre énormément de process, apprendre les gens, parce que quand tu es vraiment dans cette posture où tu es un personnage central dans l'agence sans être responsable, sans être cadre,
mais tu es quand même central parce que beaucoup de choses passent par toi, les clients vont passer par toi, les collègues conseillers internationaux vont passer par toi et les autres agences mondiales passent par toi parce qu'elles ont ton contact direct. Donc, tu es vraiment un peu l'épicentre. Et donc, dans tout ça, j'ai très rapidement été confrontée à l'autre, à la Mhm. difficulté de travailler dans un environnement concurrentiel et conflictuel parce que Mhm. dans les milieux financiers, tu sais, il y a beaucoup de compétition. Oui, oui, j'ai travaillé un peu en banque en Suisse. Ouais, j'ai pas beaucoup aimé. Mais oui, mais je pense vraiment que c'est un métier, c'est un domaine que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Voilà. Mhm. Et c'est pas que le métier C'était final. comment l'ambiance quand tu es arrivé? Par exemple, est-ce que qu'est-ce que tu as eu à l'entretien par rapport au métier, enfin, par rapport à ton poste? Est-ce que tu savais que tu allais avoir trois postes en un? Oui. C'était comment l'ambiance de l'équipe et tout? Au départ, en fait, quand tu prends le poste, on t'annonce la couleur. On te dit, ça va être dur, tu vas apprendre 3 postes en un. Par contre, comme l'expérience est intense et que c'était la plus grosse agence de France à ce moment-là, et je crois que ça l'est Mhm. toujours, sauf si ça a changé, euh, tu vas apprendre tellement qu'au lieu d'évoluer en 3 ans, comme on le fait dans une agence classique, ici, tu évolueras en 2 ans parce que bah, c'est vrai qu'en 2 ans, tu vas faire tellement de choses que ton combat est multiplié par 10. Donc, on estime que voilà, l'évolution, tu la mérites plus rapidement. Et donc, on t'annonce la couleur de ce point de vue-là, mais on t'annonce pas la couleur sur la situation conflictuelle dans les lieux. On ne t'annonce pas la couleur sur les problèmes qui existent déjà, mais ça c'est normal. Hein. Eux, ils ont besoin de recruter, donc ils ne vont pas te vendre l'idée que c'est particulièrement chaud, comme on dit ici. Ouais. Et donc je suis arrivée un peu vierge de tout soupçon parce que bon, j'avais eu quelques bribes d'informations, mais tu sais, il y a vraiment une différence entre ce que les gens disent et l'expérience qu'on peut faire soi-même d'un lieu. Une personne peut trouver qu'un lieu est vraiment formidable et une autre va dire bah, il était terrible ce lieu en fait. Et c'est pour ça que j'estimais qu'il fallait accorder bah, faire tu vois accorder le bénéfice du doute. Surtout que ben moi je restais dans mon cadre où je travaillais à l'international, je n'étais pas loin de chez moi et puis en fait j'avais déjà travaillé pour cette clientèle là. Si tu veux en amont quand j'étais en centre d'appel, c'est cette clientèle là que je gérais. Donc il y avait déjà des clients que je connaissais, il y avait des process que je connaissais déjà. Donc je me disais si les gens là-bas y arrivent, je devrais pouvoir y arriver a priori. Et donc au départ Mhm. quand j'arrive je me rends assez vite. Enfin, au départ, non. Je me rends pas forcément compte que même entre les assistants, il y a beaucoup de compétition. Il m'a fallu des semaines pour réaliser la façon de fonctionner, l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on a l'opportunité de te faire un coup bas, on te le fait. Quand on peut, si on peut se mettre en avant en montrant, en pointant du doigt tes erreurs, eh ben on va le faire. Tu arrives et que tu trouves un environnement dans lequel les uns et les autres ont déjà beaucoup, ils ont un passif quand même important. Et toi, tu dois trouver ta place au milieu de ça. Et le truc, c'est que quelque part, c'est à toi de te positionner. C'est soit je rentre dans la danse et je montre que je m'intègre en faisant comme tout le monde. Et puis voilà, dans l'arène, c'est celui qui gagnera, le premier. Soit tu te positionnes en te disant bah moi je ne suis pas concernée du tout par tout ça, je suis là pour faire mon travail et accessoirement si je peux avoir des bons rapports avec les gens, voilà, mais je me tiens loin des embrouilles, c'est un petit peu ma philosophie parce que c'est pas fondamentalement dans ma nature et dans mes valeurs en fait d'être dans le conflit permanent. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui s'épanouissent vraiment que dans le conflit. Mhm. J'en suis pleinement convaincue, je l'ai expérimenté parce que on a la possibilité de faire des choix, en fait. Et c'est ça qui est difficile dans ce genre d'environnement. C'est que moi, au début, alors les 2 premières années ont été très, très compliquées. Je fais un début d'ulcère en Ah ouais. 2014. Je suis arrêtée. Ensuite, j'ai un autre souci de santé, donc je pars 3 mois ou 4 mois après le début d'ulcère. Je vais en arrêt pendant un mois à peu près parce qu'on m'opère, etc. Mais je vais mais Ah vraiment ouais. pas bien.
je vais Et travailler. c'était lié à ce travail-là, quoi. Oui. C'est... En fait, on a beaucoup de travail, une très très grosse charge de travail. Nous, on avait à l'époque entre 15 et 17 000 clients pour une agence bancaire, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, Et on c'est est sur de beaucoup. la clientèle haut de gamme, donc c'est 48 heures de délai de réponse. Mais quand vous n'êtes pas assez nombreux, je te garantis que tu le fais pas. Tu peux pas faire 48 heures de délai de réponse. Et si tu ne peux pas faire 48 heures de délai de réponse, ça veut dire que tu gères de la réclamation. Et, euh, et de la réclamation avec un VIP, ça prend vraiment une tournure particulière. C'est de voir son nom dans des emails envoyés au PDG du Canada, par exemple, et on te met en copie en expliquant que tu ne veux pas faire ci ou ça, alors qu'en fait, c'est pas que tu ne veux pas, c'est que soit tu n'as pas eu le temps, parce que quand tu arrives le lundi, tu as déjà 400 emails qui t'attendent, sauf que les 300 de la semaine dernière, tu les as pas épuisés, mais ton management fait comme s'il ne voyait pas. Et donc, il va taper sur toi en disant ah mais c'est anormal. Au début on te fait croire que c'est toi qui t'organises mal. Sauf qu'après tu te rends compte que tout le monde est dans la même situation et que comme tout le monde est dans la même situation, ça tend les rapports. Tu vois, Mhm. les rapports sont Ouais, tendus et à partir du moment où les rapports sont tendus, la qualité de vie au travail se dégrade et par effet de lien de cause à effet oblige, ta qualité de vie à toi se dégrade. Et c'est ouais. vraiment, c'est un cercle vicieux. C'est qu'au début, toi, Ah tu ouais. acceptes ça parce que tu te dis, c'est parce que je suis nouvelle et j'apprends. Et apprendre, c'est parfois difficile. Donc, tu vas pas tout de suite te victimiser, tu vas pas tout de suite te plaindre. Et bon, c'est quand même normal. Au début, tu apprends. Mais si sur le long terme, la situation n'évolue pas et qu'avec la situation de surcharge de travail, de pression, de pression en termes de relationnel avec les clients et avec les collègues. Tu vois, tu as le cumul Mhm. et que ça dure dans le temps et que des solutions ne sont pas apportées, que tu te rends compte que tu ne vas pas pouvoir, tu demandes de l'aide à ton management et que tu n'en auras pas parce que ça fonctionne comme ça et qu'ils te disent bienvenue dans l'arène, en guillemets, tu comprends que tu es dans un très 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 long cursus. Est-ce qu'on peut parler de sentiment d'impuissance même si on a choisi d'aller travailler, qu'on se sent impuissant, qu'on est pris comme ça, un peu pris au piège, non, quand même? Complètement. En fait, tu es pris au piège et ce qui se passe et qui est vraiment vicieux, c'est que non seulement tu es pris au piège, mais tu te prends au jeu. Soit, comme je disais, tu rentres dans la danse et tu joues le même jeu qu'eux. Soit moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que je me suis dit que par fierté, j'allais tenir le coup et que je réussirais à avoir ce que je voulais, qui était donc une promotion, pour être conseiller aussi. Mhm. Sauf que à ce petit jeu, j'ai fini par me brûler parce que tu vois, à un moment donné, il y a un écartèlement entre tes valeurs et ce que tu fais. Parce que ce que tu fais ne correspond pas à ta nature, à qui tu es. Et moi, c'est Mhm. cet écartèlement qui m'a bouffé à petit feu. C'est qu'à un moment donné, j'étais là en mode, je suis une warrior, vous ne me broierez pas. Je vais y arriver parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, je viens juste faire mon boulot et vous me cassez les pieds tous les jours, mais je vais tenir dur et je vais tenir le coup. Je vais tenir la distance et je vais prouver que je suis capable. Je vais prouver que j'ai les compétences. Je vais prouver que je peux le faire. Et c'est vous qui à la fin de la journée, perdrez, tu vois. Mais Mhm. voilà, j'ai tenu, ça m'aura pris à peu près 6 7 ans. Parce que ce que j'explique, c'est vraiment un condensé, tu vois. Mais ça passe Mhm. vraiment par des jours où j'arrivais au travail et à peine arrivée, j'entendais des réflexions de collègues. Tu sais, quand quelqu'un fait des réflexions dans une pièce, qui parle fort, tu Mhm. sais qu'il s'adresse à toi, mais il ne te parle pas Mhm. directement. Alors qu'il pourrait Mhm. très bien venir te voir et te dire, ah mais écoute, il y a tel ou tel souci, qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Et il va choisir en fait l'humiliation en fait. Il va choisir Ouais. l'humiliation, mais il va surtout la choisir pour se mettre lui en valeur. Parce qu'il croit que quand il fait ça, il montre à tout le monde que lui, il sait. Parce qu'il montre Mhm. que toi, tu ne sais pas. Tu vois? Et c'est ce genre de comportement qui était valorisé. C'est pour ça que je dis que c'est soit tu rentres dans le jeu, soit tu joues le jeu et tu y vas à fond, soit tu ne le joues pas. Moi, j'ai une collègue qui faisait de la tachycardie au bout d'une semaine, quoi. Ah, wow. Ouais. Parce Tu que disais comment cet environnement était toxique, quoi, Mmh. parce que... Et tout à l'heure, tu me disais: «Est-ce qu'au début on te prévient?» Oui, on te prévient, mais tu vois, c'est un peu,
je vais pas prendre cet exemple-là parce que je vais faire faire peur aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est comme quand on dit aux gens que, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des péridurales, mais quand on leur dit que Mhm. ça fait extrêmement mal les Ouais, contractions, personne n'imagine à quel point ça fait mal. Il faut vraiment que tu le vives pour, euh, pour mesurer ou pour comprendre la portée du truc. Et c'est la même chose. Oui, on m'a prévenu, bien évidemment. Mais comme je ouais. voyais des gens dans l'agence, je me disais, mais oui, mais c'est dur, mais bon, je vais y arriver puisqu'il y en a qui y arrivent. Pourquoi je n'y arriverai pas, tu vois? Et en même temps, si à Mhm. chaque fois qu'on te dit que quelque chose est dur, tu n'y vas pas, tu ne feras rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Donc, vrai. tu fais un choix. Avec l'exemple de la grossesse, là, c'est très vrai. Non, mais Même quand on te dit ça, quand tu as fait l'expérience, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. absolument. Donc, j'y Ouais. ai été. Et finalement, au bout de, oui, c'est un process. Quand tu arrivais, quand tu quittais, déjà quand tu quittais le chez toi le matin, comment tu te sentais? Quand tu sais que, par exemple, le lundi matin, là, tu dois aller au travail. Là, c'était Mal. pas évident. Ouais, Non, j'étais j'imagine pas. malade. J'étais vraiment malade. Au début, tu, tu sais que tu vas dans un environnement conflictuel et tu essayes de te blinder au départ. Chacun se blinde comme il peut, tu vois. Il y a des gens qui ont telle ou telle chose. Moi, je suis une chrétienne, donc j'avais mes repères. Et vraiment, tu sais, je me suis retrouvée à prendre le bus et à parler toute seule dans le bus. Vraiment. Je sais pas si tu as vu les vidéos, ce sont vraiment les Américains qui ont commencé ça, où on voit beaucoup plus des papas noirs d'ailleurs, ou des mamans noires qui parlent à leurs enfants et leur disent, tu es merveilleuse, tu es magnifique. Moi, je me répétais ça dans le bus. Je sortais de chez moi, je me disais, je trouvais l'idée géniale parce que je me disais, il faut que je parle à mon âme, il faut que tu vois, il faut que je m'arme. Et quand Mhm, j'arrivais dans l'agence, sérieusement, je sortais de l'ascenseur, j'étais déjà en mode warrior. Et ça aussi, mhm. c'est extrêmement épuisant parce qu'en fait, Oui. tu arrives dans un tel état d'esprit, un tel état de stress, un tel niveau de compétitivité malsaine que tu n'es même plus disposé à donner le meilleur de toi. Parce que quand tu Mhm, arrives, tu as la boule au ventre, tu es fatigué. Et moi, j'ai commencé à somatiser après presque 6 ans. Mon corps a commencé à gonfler. Je me suis réveillée un matin, j'avais 4 grosses plaques, une dans le cou, 2 sur les bras et une sur le plat du pied. Et en fait, mais vraiment grosse, gonflée, rouge et très chaude, tu sais. C'est vraiment, c'était la totale. Et on était ouais. en réunion et je me Pas du top, grattais, là. j'arrêtais pas de me gratter. Et je crois que j'ai ma responsable opérationnelle qui me dit à un moment donné, mais Dominique, qu'est-ce qui vous prend? Je dis, Mm, je sais pas ce qui se passe. Je tiens plus, c'est horrible. Et elle me dit, non, mais vous pouvez pas terminer la réunion, il faut vraiment aller en infirmerie. Et j'y suis allée et la dame m'a dit, écoutez, je sais pas ce que vous avez, pansement alcoolisé, etc. Donc la première fois, tu te dis, bon, je fais une irritation. Et je me souviens, mon manager m'avait dit, ouais, non, mais il y a des araignées chez toi. Et là, comme ça. et ce que j'ai dit, mais ces araignées, elles sont vachement sexistes. Elles ne piquent pas mon Mm, mari, elles ne piquent que moi. Ouais, mais j'ai dit, mais dis-moi aussi que j'ai des puces de lit pendant qu'on y est parce que ça va pas du tout. Donc j'ai commencé à gonfler et ça m'est arrivé 3 fois. Forcément, au bout de la deuxième, j'ai commencé à me dire que c'était pas parce que j'avais, tu sais, j'avais nettoyé mes draps, j'avais regardé, mais retourné tous les matelas, aspiré tous les recoins pour trouver les vilaines petites araignées qui faisaient une fixette sur Dominique. oui, oui, Mais tu, qui n'avait Dieu que pour toi. non mais c'est dingue. Quand on dit chez Ouais. moi, mais mon sang est sucré, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, vraiment. Mais c'est fou parce que il aurait pu me convaincre de ça. Sauf que je l'ai refait une Mm, deuxième fois et j'ai refait une troisième fois. Là, j'ai ouais. parlé à un de mes anciens managers qui m'a dit, mais tu en as parlé à ton manager? Je dis, mais je lui en ai parlé. Il me dit que ce sont les araignées qu'il y a chez moi. Et forcément, à un moment donné, tu sais, tu crois une fois, hein, tu n'y crois pas 2 fois. Quand tu te lèves le matin, que tu n'arrives pas à sortir du lit, parce qu'un jour, c'est ce qui s'est passé. Au départ, j'ai commencé à gonfler du corps. Ensuite, quand j'arrivais au travail, j'avais un écran noir. Je voyais pas les écrits à l'écran. Incapable. Ou alors, quand j'arrivais à lire ce qu'il y avait à l'écran ou les demandes de clients, comme je t'ai dit, je travaillais essentiellement en anglais. J'avais besoin de lire et relire, lire plusieurs fois pour comprendre. Tu sais, j'avais beaucoup de mal à comprendre, beaucoup de mal à retenir les informations qu'on me donnait. C'était, c'est un cycle en fait qui s'est achevé par un arrêt, parce qu'un matin je suis pas sortie du lit, mais pas du tout.
J'ai pas pu sortir de mon lit. J'avais mal partout et nulle part en même temps. Et puis, je pouvais juste pas bouger, en fait. Si mon corps a dit stop. Mhm. Et là, Ouais, ouais. c'est un vrai déclic. Ça me rappelle un livre en anglais sur les traumatismes. Le titre, c'est When the Body Says No. Ah C'est d'un ouais? grand. Ouais, ouais. Il faut que tu, Gabor Maté. Ouais. il faut que tu me Ben, donnes même les ça, références parce que quand ouais, j'en c'est parle, je le fascinant. dis vraiment comme ça. C'est pas mon intellect qui a dit non. Parce que mon Mhm. intellect, mon intellect, il était habillé par mon ego, tu vois. Mhm. Et l'ego, Mhm. en fait, je pense vraiment que dans mon cas, moi, c'est l'ego qui m'a fait tenir à la distance. À un moment Mhm. donné, quand j'ai vu que c'était conflictuel, mais en même temps, je me disais, j'ai déjà tellement donné à cette boîte, je partirai pas sans Oui. rien. J'ai trop Mhm. donné pour pas, tu vois. Je me disais, mais c'est trop facile. C'est Mhm. trop facile. Mais il a juste suffi, mais d'un échange, d'un énième problème dans l'agence, et que pour la première fois de ma vie, je ressente une envie de meurtre. Ah, je me suis dit, ce mec, celui-là, Mhm. je vais, et c'était mon directeur, je lui ai dit, mais j'étais à deux doigts, en fait, j'ai eu une envie, en fait, de le sortir par les vitres et de le balancer du haut de l'immeuble, mais une envie, mais tellement forte, et que Ah ouais. oui, je me suis demandé si, tu vois, je me suis reprise, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je suis sortie, Mhm. je travaillais dans un quartier d'affaires, et donc je suis allée dehors prendre de l'air parce que je me suis dit, non, là, il y a vraiment un problème. J'ai pris Mhm. un bon bol d'air et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, je vais pas y arriver, je vais démissionner, je n'en peux plus. Je n'en Mhm. peux plus. Et il m'a Juste dit, là, est-ce que ton entourage avait vu quelque chose? Est-ce que ton entourage t'a vu changer? oui. En fait, l'entourage, c'est un peu la boussole. C'est super important d'avoir un entourage, tu sais, qui est capable de vous dire les choses. Et même si demain, tu vois, ou je vois quelqu'un qui change vraiment beaucoup de façon significative, je pense que c'est important de le dire parce que moi, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup d'heures sup, énormément d'heures sup. Je restais jusqu'à 22 heures parfois parce que les lieux se fermaient en fait à 22 heures. Ensuite, des fois, j'essayais d'arriver beaucoup plus tôt. Normalement, je commençais à 9 heures et je faisais tellement d'heures sup à un moment donné que je m'étais autorisée à arriver un peu plus tard. Et il me disait rien. Il me disait rien parce Ouais. que j'arrivais parfois à 7 heures du matin. Donc, il m'est arrivé de faire un 7 heures 22 heures pour essayer de rattraper le temps parce que rattraper les demandes, mais c'était infernal. Tu sais, quand tu as 4 mois de retard, c'est pas en Mmh. venant C'était impossible, quoi. C'était pas enfin, c'est il y avait pas impossible. assez d'effectifs. En fait, Mmh. c'est impossible. Et en plus, tout le monde fait comme si c'était normal. Oui, C'est c'est la bien. jonction des deux. C'est que c'est d'une part, c'est ouais, comme j'ai dit à mon boss, la dernière conversation qu'on a eue, j'ai dit je suis pas Shiva et je ne ferai pas les frais de l'incapacité de l'entreprise à recruter. C'est pas juste de poser ça sur. S'il me disait oui, non, mais les gens se plaignent, vous ne faites pas assez, vous ne travaillez pas assez. Et je me suis dit mais il se moque de qui là? J'arrive à 7 heures du matin des fois, je pars à 22 heures, je ne suis pas cadre, mes heures sup ne sont pas payées ou qu'en petite partie. Ouais, donc il peut pas me dire ça à moi. Enfin non mais C'est de la manipulation, en fait. absolument. C'est de la Mmh. manipulation et ça marche parce qu'en fait, on vous dit estimez-vous heureux d'avoir un travail. Il y en a dehors qui Mmh. n'ont pas de travail, mais ça veut rien dire du tout cette phrase. Mais du coup, en fait, ce que tu viens de dire là m'amène à cette question. Ça me taraudait comme ça. Est-ce que tu penses que ta couleur de peau a joué un rôle dans ça? Dans Euh, ton expérience? à un moment donné, oui, je pense. Mmh. Pas au départ, parce qu'en fait, ce point-là, la perception de l'autre, elle dépend vraiment des personnes que tu vas avoir en face de toi. Sur la question de l'évolution verticale, oui, par contre. Parce que, bah oui, on a vu des cas où tu sais que la personne qui est promue, bon, elle- il y en a qui étaient là avant elle, elle aurait pu attendre, et tu comprends pas très bien comment les promotions sont aussi rapides. Mais il y en a quand même. Après, j'ai constaté avec du recul qu'il y avait très très peu de directeurs noirs dans cette banque. Euh, Ouais, je crois que j'ai connu une seule femme qui a été directrice. Et encore, quand on parlait d'elle, on évoquait sa ressemblance avec une star de cinéma américaine.
Bon, voilà, on parlait pas de ses compétences d'abord, même si elle l'était. On l'a remarqué tout de suite parce que voilà, il y avait cette ressemblance. Mais c'était bien la seule femme noire que j'ai vue directrice d'agence. Et chez les hommes, c'est pareil. J'ai eu le cas de quelqu'un d'autre qui a fini par partir. Je ne pense pas, par exemple, avec mon premier management, que ça a été le plus lourd sur la balance. En revanche, les personnes qui ont suivi, si, je le pense, clairement, parce qu'il y a eu des petites remarques. Tu sais, il y a des remarques qui ne mentent pas. Il y a des Mm. remarques, en fait, quand une personne est capable de vous dire ah oui, non, mais ah ouais, non, mais elle est chinoise. Non, mais moi, je connais la communauté chinoise. Il se croit plus intelligent que tout le monde. Je me suis dit, quand il m'a sorti ça, ben, qu'est-ce qu'il doit dire sur les Noirs? Ouais, Mais ouais, c'est ça. j'avais droit à des petites réflexions. Ah oui, mais dis-moi, pourquoi les clients africains, ils s'expriment comme ça? Pourquoi ils emploient un gros français, etc. Et je lui avais répondu, ce n'est pas qu'ils emploient un gros français, c'est qu'ils parlent le bon français, tout simplement. Mhm. Parce que dans Mhm. les colonies, c'est su, pour ceux qui sont informés, Mhm. en dehors des exceptions, je ne parle vraiment pas de la masse populaire, mais les personnes qui sont instruites, et en particulier celles qui l'ont été du temps des indépendances, voilà, on leur a appris le français à coups de fouet. Donc, ça reste. Et donc, il y a Ouais. des tournures idiomatiques qu'on n'emploie plus aujourd'hui dans les demandes, par exemple, d'emploi, alors qu'avant, elles étaient, tu vois, je viens par la présente solliciter votre haute bienveillance, ce sont des choses assez pompeuses, mais qui étaient au goût du jour avant. Donc, il y a des Mhm. personnes d'une certaine génération qui écrivent toujours comme ça, en fait, mais ça n'est que le poids de l'histoire. Et en fait, j'ai fini par me dire que ce n'était pas un homme intelligent. Ce n'était pas un homme intelligent parce que ne fût-ce que par curiosité, il eût pu demander, ah, mais c'est vrai, mais il y a le ton sur lequel on demande, tu vois, quand tu poses la question sur un ton moqueur, eh ben, je lui ai Mhm. répondu avec fermeté et politesse que, ben non, c'est lui qui n'était pas instruit, c'est lui Mhm. qui n'avait pas l'intelligence de faire un pas vers l'autre pour essayer de le comprendre. Et en fait, Mhm. tu es souvent, tu sais, parfois c'est inconscient, ces billets-là. Mhm. Bien Ils sûr. sont parfois inconscients. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Et il y a vraiment des gens qui sont dans des biais racistes, mais qui ils n'en sont plus conscients du tout. Je ne sais pas si c'est parce Mhm. qu'ils ont tellement pris l'habitude. Tu sais, ce qu'on répète souvent, ça devient banal. On banalise Mhm. un peu C'est les ça. choses. Soit c'est ça, soit vraiment, bah oui, je sais pas à quoi te répondre, mais pour certains, dans un certain sens, oui, je pense que ça a également joué Mhm. en ma défaveur. Mais j'aime dire que en fait, ça a joué finalement en ma faveur. D'une part parce que après mon arrêt maladie, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été arrêtée très rapidement. J'ai eu un médecin qui m'a dit, ben, en fait, on ne guérit pas de ce genre de mots en restant dans l'environnement en question. Il faut que tu Mhm. sortes, il faut qu'on te sorte de cet environnement. Et j'aimais bien Mhm. parce qu'elle a dit, il faut qu'on te sorte. C'est-à-dire que si elle ne l'avait pas fait, si ce médecin ne l'avait pas fait, franchement, je crois que j'aurais pu rester encore longtemps là-bas et être un peu plus malade. Mais moi, mon Mhm. environnement, mon conjoint, ma mère, me voyait rentrer à pas d'heure et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu Mhm. fais ça? Et moi, j'étais dans ma petite course, tu sais, personnelle pour prouver que non, Oui. mais vous, et je leur disais, mais vous pouvez pas comprendre ce que je vis, c'est facile à dire. Et eux Mhm. voyaient, tu sais, que je mangeais moins bien, je dormais peu, je dormais très, très peu. J'avais vraiment des Oh. nuits, tu sais, c'était un cycle où je n'avais plus vraiment de cycle de sommeil parce que je me réveillais sans avoir récupéré. Et donc, je Mhm. cumulais beaucoup de fatigue. Mais comme je marchais à l'ego, je marchais à l'automatisme, etc., c'est une adrénaline aussi, tu sais, c'est, Oui, oui, oui. c'est Ça un te peu comme tient, la, ça te ouais, pousse. c'est ça, c'est comme la colère, Mhm. ça peut te Ouais. driver, mais pas dans le bon sens, tu sais. Non, c'est comme si Pas tu dans hors de toi-même et puis tu avais ce truc, quoi. Complètement. J'avais ma cagoule sur la tête et je ne pouvais pas les écouter, mais j'ai eu un super médecin. Et ce médecin m'a arrêtée et c'est la plus belle chose qu'elle ait faite pour moi. Oh, Ouais, ça c'est magnifique. ouais, Merci aux médecins bienveillants et puis qui mais savent, complètement. En voir fait, ce que des fois on n'arrive même pas à comprendre, quoi. Tu sais? Mmh. complètement, parce que tu vois,
Le burn-out, c'est pas comme avoir, je sais pas, le paludisme ou avoir le corona. On sait que c'est une maladie palpable et tu vois, Mhm. c'est quelque chose qui t'enferme. C'est dans ta tête. C'est toi et toi tout seul, tu vois. Ouais. Et Mhm. ma famille n'avait pas mis un mot dessus. Mes enfants encore moins. Ils me voyaient juste dépérir, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tes enfants, mais comment c'était le rapport? Enfin, parce que là, tes enfants, je sais pas si, là, bon, ils grandissaient, ils étaient encore petits, mais ils grandissaient quand même. Comment tu gérais ça? Parce que tu vois, la fatigue, partir tôt, comment tu gérais ça, Ah, au début, Dominique? je gérais pas, enfin, je sais pas si je gérais, on avait une petite routine, mais comme j'avais vraiment beaucoup, moi je partais plus tôt que mon mari de la maison, donc c'est lui qui les amenait. Donc moi le soir, quand je rentrais, je prenais toujours, alors déjà quand ils étaient plus jeunes, je leur demandais 10-15 minutes de tranquillité quand j'arrivais, parce que me sauter dessus après une grosse journée, j'assumais vraiment pas. Et j'avais très tôt, je discute beaucoup avec mes enfants. En fait, j'ai toujours beaucoup parlé avec eux, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup sauvée. Parce que déjà tout petit, donc j'avais établi une communication, une Mhm. relation, et j'étais consciente que des fois ils comprenaient pas, donc j'essayais de trouver des mots à leur niveau. Mais quand c'est devenu hyper difficile au travail, le but, c'était quand j'arrive, laissez-moi tranquille 20-25 minutes là. Donc je Mhm. souffle un coup et après je passe en mode warrior, mais c'est un peu machinal, donc tu réfléchis moins. Sauf que comme tu es sous pression, que tu dois assurer pour les devoirs, etc., l'administratif et tout ce qui est assigné à l'école et je sais pas quoi, tu fais en mode machine. Et on n'a pas le temps pour les fioritures. Donc tu vois, bonjour le temps de qualité. Mhm. Quand j'arrive, Mhm. là, les 25 minutes sont passées. Bon, où sont vos devoirs? Hop, on regarde, tac, tac, tac. Ok, il y a des trucs à signer. Tu vas, tac, tac, tac. On dîne, tac, douche, au lit. Au revoir, bonne nuit. Tu vois, il n'y a pas ce temps Mhm. de qualité, cette relation agréable. Et en fait, Mhm. quand j'ai été arrêtée, ça, tu sais, ça a créé une espèce de, c'était comme c'est comme si le temps s'était arrêté pour quelqu'un dans la maison. Mhm. Parce qu'il n'était pas habitué à me voir là tout le temps. Ouais, Et en ouais. plus, savoir que les premières semaines, en fait, du burn-out, les premiers mois étaient très difficiles parce qu'en fait, comme j'étais arrêtée, le fait d'être en arrêt m'a obligée à m'arrêter et donc m'a obligée Mhm. à me reposer. En fait, tu Ah, es entre le repos et je cogite. Parce que oui. tout le temps, tu ressasses. Déjà, j'avais le stress du qu'en dira-t-on. Et ça n'a pas raté. Mhm. Parce qu'à peine arrêté, moi, j'ai la chance d'avoir aussi eu des gens qui m'aimaient beaucoup là où je Mhm. travaillais, j'avais bonne presse parce que je suis très relationnelle. Je suis pas Mhm. parfaite, mais j'ai un très bon contact avec les gens et même des stagiaires, tu vois, je les formais, etc. Ou des gens. Avec ton sourire là, oui, Oui. oui, je peux bien l'imaginer. Et Oui, donc du oui, bonheur, ça aide. oui. Même ton visage et tout, enfin, je peux imaginer que tu arrives à tisser beaucoup de liens, oui. Ben, j'essaye et ça m'a servi. Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai très rapidement su qu'on cassait du sucre sur mon dos et ça me minait Myriam, tu ne peux pas savoir. Et c'est une Mhm. autre prison parce qu'on t'a extirpé du truc, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu es seule avec ton raisonnement. Tu es seule avec tes pensées limitantes, avec tes croyances, avec cette espèce de honte que tu sais qui va peser sur toi, le oui, elle s'est mise en arrêt, c'est la vie facile, elle s'est mise en arrêt, ça va être chaud pour nous. Donc on vous dit, à vous qui restez, vous avez plus de travail parce que l'autre s'est mise en arrêt. Et donc naturellement, les gens font quoi? Ils en veulent à celui qui a arrêté. Mhm. Tu vois, c'est Oui. vraiment de la manipulation. Et c'est idiot Mhm. parce qu'en réalité, Oui. personne ne se dit, puisque tout le monde vit la même difficulté, plus ou moins la même difficulté, c'est pas difficile Mhm. d'imaginer que bah, certains au bout d'un moment craquent. Et en fait, on n'a Mhm. pas de compassion. Même moi, certains qui étaient arrêtés au début, je me dis, oh, mais il exagère, etc. Mais quand ça Mhm. t'arrive, et j'avais dit à la psychologue que je voyais à un moment donné, je lui dis, bah, je me repens d'avoir été dure parfois avec certains collègues parce que je me suis laissée entraîner dans ça. Et maintenant que je passe par là, je sais pertinemment euh, qu'une mère de famille qui a des charges, elle n'a pas envie d'arrêter de travailler. Elle veut être Mhm. payée. On vit pas avec les aides. En France, on se fait Mhm. tout un pataquès autour des aides. Alors oui, il y a des gens qui en profitent, mais quand tu veux construire une vie, tu Ouais, ne c'est pas construis pas ta vie avec des aides.
Donc, ouais, c'est pas par choix, quoi. C'est Non, vraiment, c'est pas un choix et c'est même un signe, c'est perçu comme de l'échec au départ mmh. et les premières semaines, les premiers mois, oh là 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 là. Même pour revenir là, quand 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 le médecin t'arrête là, les premiers jours, comment tu vis ça? Est-ce que tu arrives à sortir du lit, tout ça? Parce que c'est juste pour que les gens puissent Je dors. reconnaître, parce qu'on est beaucoup à ne pas reconnaître quand ça va pas, tu vois? On descend, on descend, on descend, on descend, on descend et là, c'est le médecin qui a stoppé pour toi, tu vois? Mmh. Hem, Les premières donc là, semaines, tu je dors. dors. Waouh! En fait, je dors, ce qui s'est passé et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai parfois aussi encore un peu d'insomnie, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit. Bon, là, je suis à mon compte, je peux gérer mon temps, donc c'est un peu mieux. Mais ça m'a poursuivi très longtemps. J'ai eu un gros, tu sais, c'est comme si toute la fatigue accumulée pendant ces années retombait. Ouais. Je pouvais dormir toute la journée. Mais alors, toute la journée. Les enfants partent à 8 heures, je dors. Quand ils reviennent à 4 heures, maman est toujours dans le coltard. Et c'est hyper gênant parce que tu te dis, mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis en mode serpillère, là, ça va pas du tout. Mais tu es tellement fatigué que tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Par contre, Mmh. la nuit, j'étais éveillée, mais j'avais les yeux Mmh. impossible de dormir. Je ne je ne Mmh. pouvais pas dormir la nuit. Donc je restais éveillée la nuit et Mmh. bah, la nuit, je dormais. Je pouvais dormir plusieurs heures, 10 heures, 11 Mmh heures, mh. alors que voilà, moi j'étais habituée à me lever tôt, et cetera, et cetera. Donc les premières Mmh. semaines, vraiment, je dors énormément. Donc mon Mmh. médecin, m'avait beaucoup conseillé, tout ce qui était homéopathique, et cetera, pour essayer de récupérer. Mais c'était vraiment, Ouais. il fallait en fait, tu sais, quelque part, il fallait que je dorme. Il fallait que j'accepte ça. Oui, oui. Ça faisait des années que tu ne dormais pas, en fait. C'est ça la réalité. Tu vois? Ça J'ai faisait des années, en fait, que tu ne absolument, dormais pas. Tu ne complètement, dormais pas bien et puis tu étais stressée, j'étais c'est une stressée. combinaison quand même, waouh! C'est Ouais. une conjugaison en fait, c'est que tu emmènes ton travail à la maison. Il y en a qui ramènent leurs ordis. Moi, j'emmenais, les problèmes du boulot à la maison Mmh. parce que des fois, je rêvais de clients. Je rêvais de numéros de Mmh. compte. Je pouvais rêver des fois, et ça m'est arrivé de rêver d'un client, le lendemain, il m'appelle en plus. Et il m'appelle pas pour me dire hello, je suis contente de ton boulot, hein. Il m'appelle Ouais, parce qu'il est en mode, il est tendu, quoi. Mais ouais. vraiment, je rêvais du travail. J'étais à la maison en train de cuisiner tout ce que tu veux. Je pensais à mes clients. Donc, il Mmh. m'accompagnait tout le temps. Et en fait, la famille a envie de te dire, mais ouais, c'est bon. Là, Mmh. c'est le week-end. Vache. Ouais, Lâche, mais tu ne ouais, peux pas lâcher. Et du coup, les premières ouais, semaines, alors je dors. Les premières ouais. semaines, je dors des heures et des heures et des heures. Mmh. Et ce qui est formidable, c'est que le médecin, en fait, m'avait donné l'autorisation de sortie, ce qui m'a sauvée aussi parce que quand on est arrêté, nous, on nous donne ou pas l'autorisation de sortir. Donc, si tu n'as pas l'autorisation de sortir, en fait, il y a des créneaux pendant lesquels tu dois être chez toi. Parce qu'un médecin de la sécurité sociale peut faire une visite surprise et vérifier que tu respectes, pour prouver que tu es malade. Et moi, j'avais l'autorisation de sortie, ce qui m'a sauvée, parce que mon médecin disait, on ne peut pas à quelqu'un qui traverse ce que vous vivez, euh, lui dire, vous restez enfermé chez vous H24. C'est le meilleur moyen Ouais. de se suicider. Isolé, quoi. Ah mais oui, ça t'isole, ça t'isole et ça t'enferme encore plus. Et donc, j'ai commencé à me, en fait, ça m'a pris donc plusieurs mois sur la zone dodo, sans compter qu'en même temps, je devais gérer l'aspect médical parce que j'étais rentrée dans c'est presque un combat avec le Mmh. système de sécurité sociale, donc où tu as des rendez-vous que tu dois honorer, et à un moment donné, on te dit que tu dois avoir rendez-vous avec la médecine du travail sur ton lieu de travail. J'ai fait un torticolis. Je ne pouvais, Ah et ouais. j'ai mis, ça m'a pris des mois pour redescendre à la station de métro, là où je travaillais. Pendant Mmh. plusieurs mois, je ne regardais même pas les stations de métro quand je sortais, je ne voulais pas y aller, et ça m'a pris plusieurs mois, presque un an, pour y Mmh. remettre les pieds. Parce que, Mmh. c'était vraiment traumatique. Je ne pouvais pas Oui, c'est ça, supporter c'est les l'endroit. traumatismes. Je pouvais Mmh. pas supporter l'endroit, heu, Cette ni maltraitance que tu as vécue pendant si longtemps, oui. quoi, ça laisse des traces, Ouais, mais en fait, c'est oui. inconscient. Tu sais, tu t'en rends même pas compte. C'est Ouais. quand j'ai réalisé quand, je vais à mon premier rendez-vous avec ma médecine du travail,
Et là, la veille ou 2 jours avant, je commence à avoir extrêmement mal au cou. Je ne peux plus tourner le cou ni à gauche ni à droite. Je repars voir Mhm. le médecin en catastrophe. Elle me dit, oh là là, allez, m'énerve. Donc j'arrive, on m'énerve. Faut savoir que c'est aller extrêmement loin avec cette entreprise. Euh, Ah, une bonne dose de harcèlement aussi un petit peu, mais j'ai pas, je n'y ai pas. Tu vois, certains m'ont dit oui, mais pourquoi tu vas pas au prud'homme, pourquoi tu portes pas plainte? Mon but à moi, c'était pas fondamentalement de les traîner en justice ou quoi aux caisses. Je voulais surtout sortir de là, en fait. mm, Je voulais sortir de là et j'avais envie que ma situation soit reconnue. C'est-à-dire qu'on mhm, reconnaisse que mon état de santé était lié aux conditions de travail et ça, je l'ai obtenu. Mais pour l'obtenir en France, il faut savoir que c'est quelque chose que, tu sais, comme le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle en France. mhm. Oh, wow. Oui, non, c'est pas une maladie professionnelle pour l'instant, alors qu'on sait très bien dans le domaine bancaire que les gens sont en souffrance. Moi, j'ai des collègues qui pleuraient au téléphone quand on les appelait, quand ils avaient des clients. Moi, j'ai fait un burn-out à la banque en Suisse, donc Ben voilà. Et ouais. c'est un milieu difficile et on sait que ça existe, mais on ne veut pas le reconnaître. Donc, quand tu es dans cette posture, dans cette position, pardon, ben, tu es géré par un comité que tu ne connais pas et qui t'appelle quand il veut, peut te convoquer ou t'annoncer qu'il passe chez toi pour vérifier que tu es chez toi, ouais. Le jour J, le jour en question, ou le lendemain, pardon, ils t'appellent, ils te disent, bah, on vient demain chez vous, on te demande de faire des procès-verbaux, on te demande d'avoir des témoignages de collègues, mais quel collègue va témoigner contre son employeur? Sérieusement, Mhm. personne ne témoigne contre son employeur. C'est ça qui est dur. Mais c'est à toi, c'est toi qui dois aller chercher ces témoignages ou c'est eux? Mais c'est pas leur travail à eux? C'est une bonne question. C'est à moi Que qu'on déjà, doit demander. tu dois déjà te soigner, puis tu vas encore. Non, pardon, hein, Tu moi, j'aime t'enchaînes. pas ce qui n'est pas logique. C'est pas logique. Je te jure, c'est pas du tout logique leur affaire là. C'est intéressant que tu dis ça, mais si, c'est à moi qu'on a demandé de chercher des témoignages. Mais bon, tu vas pas demander à des collègues de cracher dans la main qui les nourrit. C'est quand même Ouais, cohérent. on sait. Et là où c'est assez intéressant, c'est que j'ai demandé à une personne qui n'y était plus hein, depuis un moment, et elle m'a dit non. Je lui dis ah bon, mais je peux savoir pourquoi tu dis non? Tu as le droit, hein, mais pourquoi? Elle me dit bah oui parce que moi demain, si je veux y retravailler pour ma carrière, ben ça va pas le faire. J'ai fait Mm, OK, bon. On n'a pas les mêmes valeurs, alors il y a pas de souci. Mais c'est pas grave. Je l'ai plutôt pris comme, tu sais, j'ai avalé la pilule et j'étais franche. Je suis retournée vers ce comité. Je leur ai dit, vous savez, personne ne crache dans la main qu'il nourrit. Donc aucun collègue mm, à moi ne va témoigner. En revanche, si vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe là-bas, vous pouvez regarder le nombre d'arrêts maladie. Regardez le mhm, nombre d'abandons de postes. Ça vous répond pas, ça? Regardez le nombre de personnes au prud'homme. Vous allez voir. Les chiffres parlent. On peut avoir un ou dix menteurs, mais sur je sais pas combien d'employés, tout le monde ne peut pas être menteur quand même. À un moment donné, tu vois, quand les signaux d'alarme s'allument, il faut que quelque chose se passe et c'est pour ça que je te remercie vraiment de me permettre d'en parler parce que oui, non, c'est trop important. beaucoup de gens, en fait, souffrent en silence, en fait. Mhm, Moi, je mm. sais qu'après, Et même, vas-y. et même sans aller regarder les chiffres, que t'as passé 6 ans là-bas. T'es pas arrivé après 3 mois, t'es venu les trouver, t'as Mmh. passé 6 ans sur ce poste-là. Ça veut tout dire, enfin, Ouais, tu vois? Donc, effectivement. Mais tu vois, ouais. on part du postulat que parmi les salariés, les gens ne veulent pas travailler et ils mentent et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Moi, j'en ai vu, tout le monde en a vu, je pense, en son expérience. Mais tout le monde ne peut pas ne pas vouloir travailler. Moi, je me souviens après, une interview que j'avais faite pour mon école après ma reconversion. Il y a énormément de personnes qui m'ont écrit, de personnes de mon ancienne boîte, d'anciens collègues. Ouais, beaucoup de gens m'ont écrit et c'était pas joyeux ce qu'ils me disaient, en fait. Et je me suis dit, mais merci le burn-out. En fait, le burn-out Ah, pour et qui moi, se plaignaient en fait de leur situation. Ah ouais. et voilà, on est en 2021, ça n'a pas changé. Moi, j'ai quitté, je n'y suis plus depuis 2019, quoi. Ah waouh. Ah ouais, c'est cette année qui t'ont écrit pour partager. Ah waouh. Ouais, Ben, en tout cas, ben, des fois on dit, tu sais, il y a une porte qui se ferme ou il y a un malheur qui arrive, mais en fait, ça vient nous sauver, quoi. Donc, en fait, ton burn-out t'a sauvé parce que complètement.
tu serais encore là-bas ou peut-être, tu vois, en train de tenir le coup, alors que non, quoi. Si j'avais Enfin, tenu le coup aussi sur la distance, je sais pas si ouais, j'aurais tenu. Tu sais, après, ça te oui. rend aigri. Ça te rend Oui, et puis aigri. même ça peut causer des maladies dans le corps, de vivre comme ça dans un stress permanent tout le temps, Ouais, où on n'est pas bien finalement, ouais, hein. ouais. On gère, on fait avec, mais c'est pas l'idéal, n'est-ce pas? Bah, t'es même C'est pas pas vraiment. productif pour ta boîte. Les entreprises, Mmh. elles engagent pourquoi? Elles engagent des salariés pour qu'on fasse vivre leur boîte parce que le PDG à lui tout seul, il ne peut pas être au RH, il ne peut pas être à la logistique, il ne peut pas être conseiller. Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre. Et cette Mmh. main-d'œuvre, en fait, c'est la plus grande richesse d'une entreprise. La main-d'œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, puisque je suis dans le digital pour le coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de la digitalisation, des machines, des automates par-ci, par-là qui apparaissent, et c'est vrai, qui détruisent des métiers. Mais un logiciel reste un logiciel. L'intelligence émotionnelle, sérieusement, je ne crois pas aujourd'hui. Alors, on verra, hein, mais l'intelligence émotionnelle de l'humain, elle est vraiment puissante. Mmh. C'est l'instinct qui te dit que là, il faut plus aller. Et moi, dans mon Mmh. cas, je n'ai pas écouté mon instinct. Je ne me suis pas écoutée assez. Et j'étais tellement dans le feu de l'action. Et c'est pour ça que je pense vraiment que même d'un point de vue simplement humain, tu vois, de temps en temps, c'est bien de faire un point sur sa vie. Où est-ce que j'en Ouais. suis? Est-ce que c'est ce que je veux encore aujourd'hui? Tu vois, ce que je fais. Parfois, on est dans un métier depuis tellement longtemps, on réfléchit plus. Mmh. On réfléchit Oui. plus, tu vois. Alors que si je m'étais arrêtée, peut-être que je me serais autorisée à faire autre chose. Mais je m'étais Mmh. arc-boutée sur un vieil objectif que j'avais et qui Mmh. finalement, tu vois, après le burn-out, les arrêts, j'ai vraiment été accompagnée par mon médecin et aussi par un psychologue. Alors, le psychologue, moi, au Mmh. début, je lui ai dit, tu sais, les noirs, Ouais, d'ailleurs, ça va pas les psys, hein. Elle a voilà, rigolé. j'allais en venir. Toi, là, chez le psy, comment ta tête a accepté ça? Parce que chez nous, là, c'est compliqué, Ah, hein. au début, ça me plaisait pas Si on du est tout, hein. beaucoup à ah non, hein? Mais la méconnaissance, c'est dramatique. Ça, Et c'est heureusement, ça. il est toujours temps de s'améliorer. Il est toujours temps d'apprendre. Et il faut vraiment l'accepter comme tel. Parce que moi, le premier rendez-vous, je lui dis, écoute, je vais être franche avec toi. Pour moi, les Ouais. psys, c'est pour les fous, quoi. Moi, je suis pas folle. Mmh. Ouais, c'est bien que tu dises ça. C'est pour ça que je fais ce podcast parce que ben dans notre communauté, c'est souvent ça. On ne sait pas pourquoi on va voir un psy. Souvent on dit mais non, j'en ai pas besoin. Moi, je suis pas fou, tu vois, je suis pas folle. En Mais fait, ouais, en fait, on gère nos problèmes. En fait, on les gère pas du tout, hein, tu sais. non, on supporte en On fait. On supporte. supporte. On souffre et on supporte. Et bon, je veux pas parler pour ton cas, mais souvent c'est parce que c'est depuis même l'enfance, c'est ce qu'on fait. On souffre et on supporte. On Et a du coup, appris. quand on se retrouve adulte dans des mauvaises situations, soit en couple ou au travail, on souffre et on supporte. On se dit pas qu'en fait, c'est pas normal de vivre comme ça. On se rend pas compte, on connaît pas autre chose. Et du coup, ça nous prend des années. Et bah, moi aussi, c'est un médecin qui a mis un stop à mon burn-out, hein. Comme toi, j'ai je me suis levée un matin, j'ai dit: «Mais j» enfin, moi, j'étais au bord, enfin, je voulais me tuer, quoi. Et j'ai été voir mon médecin, elle a dit: «Mais non, mais ça, il faut que ça s'arrête». Elle m'a mis arrêt indéterminé, elle dit: «Là, il te faut des mois et des mois, toi. Peut-être tu vas jamais» moi, j'étais là, hein: «Mais non, mais tu as pas compris, on m'attend, j'ai ce dossier à faire, On m'attend. mais non, mais» elle me dit: «Mais toi, tu as pas compris ce qui se passe, hein?» Oui, Mais oui, c'est vrai, je n'avais pas compris. ouais, C'est parce que tu as l'habitude de supporter, tu c'est portes ton vrai. sac, tu avances quand même, tu sais? En fait, Je je sais pense pas que si c'est une ça te culture. parle? C'est une culture. Et c'est Mmh. particulièrement vrai pour les femmes. Une femme, elle est forte. Ouais. Une femme, elle Mmh. supporte, tu vois? Ouais. Ouais. Et il y a aussi un peu de ça. Donc c'est vrai que demander de l'aide à une psychologue, on se dit: «Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive?» Et tu vois, chez les trucs, Ouais. mais si, en fait, demander une aide à une psychologue, moi, c'était bénéfique. Et cette femme-là, en plus, j'ai appris par la suite que j'étais une de ses clientes préférées, j'étais trop contente. Ah, Ça, c'est c'est mon trop médecin bien. qui m'avait dit: «Mais qu'est-ce que tu lui as fait à la psy?» Je dis: «Mais je lui ai rien fait du Ouais. tout». Elle dit: «Mais elle t'adore!»
Et elle est adorable, ma psy. C'est vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute, Mhm, qui a fait preuve de beaucoup de patience et de pédagogie avec moi parce que face à mon rejet de départ, tu vois, elle ne s'est pas braquée elle. Elle est restée dans sa posture de pro. mhm, Et ça, c'est vraiment bien parce que elle m'a bien plus attirée par à cause de son attitude, sa disposition mhm, d'esprit, que si elle s'était bloquée et qu'elle m'avait renvoyé le même mépris, ça arrive. Il y a des pros qui le mhm, font. Et en fait, elle était vraiment à l'écoute et elle faisait que me poser des questions. Et petit à petit, je réalisais vraiment que les questions qu'elle soulevait, mais je me les étais pas posées et que j'aurais dû me les poser. Que j'aurais dû. par Comme question, mhm, euh, elle m'avait demandé quel avait été l'élément déclencheur pour moi. Qu'est-ce qui avait fait que, tu vois, il y ait la petite étincelle de trop? Je m'étais même jamais posé la question. C'était mhm, ridicule. Je ne m'étais pas posé la question. Et en fait, j'ai fait comme un flashback. Et c'est en faisant le flashback que j'ai pu identifier à quel moment clé, vraiment, là, j'étais au paroxysme de ma douleur, en fait. À quel moment clé j'étais au paroxysme de ma douleur. Et il y a quelque chose aussi qu'elle a fait qui était vraiment très bien, c'était de m'aider à accepter, en fait. C'est que tu ne peux mhm. pas guérir de quelque chose qui n'est pas un problème. Ouais. Tu peux pas Mm, régler un non-problème. Et donc, il faut que tu identifies le problème et que tu acceptes que c'est un problème. Pas que tu acceptes le problème pour toi. Que tu fasses un mhm, processus, un cheminement qui te permette d'identifier qu'il y a un problème et qu'il est là. Qu'en fait, que mhm, là, à partir du moment où tu identifies qu'il y a un problème, là, tu peux commencer un travail de réparation. Tu peux commencer un travail de reconstruction et tu peux faire une introspection et peut-être te demander, faire un point sur qui je suis, où j'en suis dans la vie, tu vois. Et mhm, ça, mhm, c'était vraiment quelque chose qui a été mais hyper bénéfique pour moi. Et puis, elles ont créé, en fait, ces femmes-là, parce que ce ne sont que des femmes, c'était pas voulu, mais ces femmes ont créé autour de moi un cocon de bien-être que même ma famille ne pouvait pas m'apporter. Parce que la famille, c'est vraiment l'affect, ils vous connaissent et je crois qu'au début, la famille se dit, mais toi aussi, mais tu peux te remettre, mais ça va aller, t'exagères un peu, parce qu'il faut quand même savoir que quand on part comme ça, dans de longs arrêts, on met sa situation financière en péril. Et mhm, c'est hyper culpabilisant de se dire, à cause de moi, il y aura un déséquilibre financier dans la maison, par rapport aux engagements mhm, financiers qu'on a, par rapport aux enfants. Il y a tout, c'est tout ton monde qui se... Et c'est pour ça que les gens qui disent à ces personnes qui passent par le burn-out, elles voulaient les allocs, elles voulaient les allocations, elles ne valent rien à côté d'un salaire. mhm, La plupart du temps, hein, mhm, il y a des salaires, oui, c'est sûr. Mais la plupart du temps, quand on a construit une vie, on ne les a pas construits sur les allocations. Et donc, mhm. quand le salaire qui comptait dans tout ce qui était mis en place n'est plus, ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles ressources. Ça veut dire que c'est un Mhm. défi, ça veut dire que c'est un déséquilibre dans sa maison. Donc, tu vois un peu tout ce que ça amène. Donc, tout à Ouais, l'heure, tu me posais ouais. une question par rapport aux enfants. C'était, je pense, au bout de quelques mois. Un jour, j'ai demandé à mes enfants, est-ce que est-ce que ça les perturbait de me voir à la maison? Mhm, Et ma fille m'avait dit non. Mon fils était plus jeune, mais ma fille, elle m'avait dit non, ça ne perturbe pas. J'ai compris que tu as eu quelques soucis au travail, mais si ça te fait du bien, si ça te permet d'aller mieux, eh ben moi, ça ne me dérange pas. Et en plus, puis elle m'a dit, bah, en plus, on passe plus de temps ensemble. Et c'est vrai, parce qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé, en fait, pour me donner un rythme dans les journées, puisque j'avais des journées, mais complètement désorganisées, chaotiques, pour m'obliger à reprendre un rythme, par exemple, les soirs où ma fille avait entraînement, et il y en avait 3 ou 4 dans la semaine, ben, je l'accompagnais. J'étais réglée, je savais qu'à telle heure, j'avais un programme, et j'allais aller avec elle. Et en fait, ces moments-là sont devenus des moments où on parlait énormément. C'est vrai que j'ai pu l'accompagner dans des moments de petites transformations qui étaient importants pour elle en tant que fille, des moments peut-être aussi des fois discuter avec son ado, tu découvres qu'il y a des trucs qui se passent dans leur collège et qu'en réalité si tu n'es pas au courant, tu ne vas pas pouvoir les accompagner du mieux que tu peux.
Euh, ou Mmh. alors les petites choses anodines, mais qui vont te montrer des points qui vont être, qui vont refléter un peu le caractère de ton ado. Et ce sont des choses que je n'aurais jamais vues si je n'avais pas eu le temps, en fait. Et c'est devenu Waouh! très sympa, en fait, ces moments-là, parce qu'en partant, je la coachais, parce qu'elle fait de la compète, je la coachais et tout. Et à ses entraînements, ben, moi, je filmais. Et quand on rentrait, c'était un peu, elle me disait, bon, alors, comment t'as trouvé l'entraînement? On regarde la vidéo, tu vois, et on crée un nouveau rapport. Avec mon fils, c'est Mmh. pareil. Je faisais un peu moins parce que lui, c'est son père qui le gère pour les entraînements, on peut pas être partout. Mais le soir, je pouvais prendre le temps d'être avec lui demander comment s'est passée vraiment ta journée, quels sont tes Mmh. copains. Je me suis investie dans l'école de mes enfants bien plus que je ne l'ai jamais fait. Et c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Chaque année, je crois que les parents qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que je me présente pour être parent délégué. Si, si, mais c'est devenu une habitude parce que tu vois, j'ai réalisé qu'à cause de mon rythme de travail, j'avais pas le temps d'être une maman à plein temps, quelque part. Tu vois, Mmh. d'être plus investie dans leur quotidien. Oui. Et là, l'année Mmh. dernière, là, ma fille en seconde, mais l'année dernière, j'ai été jurée pour, tu sais, en troisième, ils font un stage et ils ont un Mmh. oral, en fait, pour le brevet. Et moi, j'étais jurée, et en plus, je suis tombée sur les copines de classe de ma fille. C'était rigolo, mais j'étais jurée avec sa prof principale. Et c'était une Mmh. super expérience. Et la dame me disait, waouh, je vous avais jamais rencontré. J'ai adoré être jurée avec vous. Et bon, enfin, c'était marrant parce que j'ai été jurée 2 fois et pour l'oral de ma fille et j'ai aussi l'opportunité d'être jurée, dans des examens pour une belle école de la place qui prépare des content managers et c'était une super Mmh. expérience. Mmh. Donc tu vois, en fait, franchement, j'ai eu de gros moments de difficulté, des gros moments de doute, mais j'ai été super entourée et Mmh. à partir Ça du moment montre aussi comment? ta rési ça montre ta résilience et ta force de caractère parce que tu as traversé tous ces mois-là de turbulence, de reconstruction, mais tu as su transformer ça et te créer un monde qui te correspond et qui correspond à tes valeurs, en fait. J'adore le te créer un monde. C'est vrai. En fait, euh, c'est 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 vraiment ça en fait, hein. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais des études, tu habites dans une société où on réfléchit de telle ou telle manière. On te dit, tu vas avoir le bac. Surtout pour nos parents qui ont un certain background, c'est vraiment avoir le bac, c'est le must, quoi, jusqu'à tes 17 ans. Tu dois avoir le Mmh. bac et ensuite tu dois te former pour avoir un job. Et quand tu as un job, tu t'accroches à ce job parce que c'est ça. Là, tu Mmh. vas pouvoir te marier, bon, pour nos parents, te marier ou fonder une famille, etc. et construire. Sauf que c'est vrai qu'on ne te dit pas, il est possible qu'en cours de route, Mmh. tu tombes, mais tu auras l'opportunité de te relever, ce n'est pas grave. Souvent, comme on est plein d'espoir, on dit à nos enfants, tu vas faire ci, tu dois atteindre tel objectif, tu vois, ils ont ces impératifs-là. Et le fait que je sois Mmh. passée par là, ça, j'ai commencé à beaucoup discuter avec mes enfants et j'ai changé ma façon de leur parler. Je leur Mmh. dis qu'ils peuvent tomber, mais ils ont l'opportunité de se relever. En tout cas, moi, je serai là pour les aider à se relever. Et c'est ça le plus important. C'est qu'est-ce que je tire comme leçon de tout ça et qu'est-ce que je peux tirer comme leçon pour mon entourage. Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai traversé. Qu'est-ce que je peux en faire pour en faire une force pour mes enfants, pour en faire une force pour mon conjoint. Aujourd'hui, mes enfants, ils me disent qu'ils sont fiers de moi. Et ça, mais ça n'a Oh. juste pas de prix. Ça n'a Ouais. juste pas de prix, tu vois. Je crois que Oh, ça ça doit me donne la arriver. chair de poule. C'est trop mignon. Ça doit faire la troisième ou la quatrième interview. Je suis super heureuse de parler de ça aujourd'hui. Et dans une interview, on me dit, oh, tu parles de ton burn-out avec le sourire. Je crois que 2 fois, on me l'a dit en interview. Et en fait, Ouais, c'est vrai. c'est bizarre, mais en fait, j'en ris parce qu'en fait, le truc, c'est pas le problème que tu as aujourd'hui. Le problème que tu as aujourd'hui, il faut vraiment te dire que c'est une étape. Et même le burn-out ou le bore-out, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a le burn-out, il y a le bore-out, il y a de tout Ouais. aujourd'hui. C'est le J'ai vu qu'il le bore out aussi, mais bon. mais on vit dans un monde de fous. Mais ma famille au pays ne comprend pas forcément le burn-out et c'est normal. Ce n'est pas forcément une réalité qui est calcable dans le mode de société, le fonctionnement. On a un rythme Mmh. différent. Mais pour Ouais. nous qui sommes en Occident, ben, on est soumis aussi à un cadre particulier qui peut générer ben, des choses particulières. Donc, ce qui compte pour Mmh. moi, c'est pas tellement qu'on tombe
Et tu vois, nous, dans le monde francophone, quand quelqu'un a fait une erreur, c'est la fin du monde. Oh, il est fini, tu vois. Mmh. Alors que souvent, Oui. les Américains, ils te disent, et moi, je l'ai vraiment expérimenté avec ma clientèle américaine, le mindset est différent. Tu es tombé, c'est pas grave. Waouh, moi, j'ai dans des rooms américaines sur Clubhouse et j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'expliquais mon expérience, la dernière fois, j'avais droit à des applaudissements, c'était trop marrant. Parce qu'en fait, eux, ils regardent le fait que tu te sois Oui. relevé, que tu aies Mhm. été capable de te relever. Et Mhm. vraiment, quand on me demande de parler du burn-out, je viens pas avec le sac et la cendre sur le corps, non. Je suis Mhm. désolée. Tu me demandes de venir parler du burn-out, je vais mettre mon maquillage, je vais mettre mon Très make-up et bien. tout, et C'est ce que je dis. et on va se causer, et tu vas comprendre Vraiment. que c'est une étape, c'est tout. Oui. Oui. Non, et tu sais, j'aime beaucoup, merci vraiment du partage parce que il y a beaucoup de personnes déjà qui peuvent traverser ça sans s'en rendre compte. Donc, ou bien rester dans la honte parce qu'il y a, comme tu disais, il y a beaucoup de culpabilité. Quand tu disais, t'es à la maison, mais la tête tourne parce que t'as lâché tes... Ah ouais, ça aussi, je suis passée par là, c'est assez terrible. Mais le fait que tu as su transformer ça, tu as vu ça comme une opportunité de t'aligner sur tes valeurs et te dire, OK, qu'est-ce qui est important pour Dominique? Comment Dominique veut vivre sa vie? Et d'aller chercher la formation déjà, tu vas nous en parler, et mettre en place les choses pour que ça se passe. Moi, je trouve ça génial, en fait. Merci. Ouais. Ouais, Et je te l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment été bien entourée par le médecin et la psychologue qui travaillaient de concert. Ça, c'est super important. La première étape, vraiment, d'ailleurs, c'est qui a dit le mot burn-out en premier? Parce que c'est mon comme médecin. si toi-même, tu t'es... Ouais, C'est mon médecin. Je savais pas comment ça s'appelait. Je savais même pas ouais, c'était quoi. ouais. Et en fait, c'est elle qui a dit le mot. Et en fait, quand elle a dit, ce qui était intéressant, c'est que moi, pendant ce temps-là, j'ai beaucoup cherché dessus. Et je suis même tombée sur le témoignage d'une ancienne directrice d'école primaire qui témoignait sur un plateau, mais j'arrive pas à retrouver l'émission, il faut vraiment que je la retrouve. Elle s'était rasé le crâne. C'est après la difficulté. Et c'est vrai que je l'ai lu et je l'ai vécu. J'ai eu ce besoin de rompre avec l'ancienne Dominique. Quand je travaillais en banque, j'étais tout le temps cheveux lisses, machin, coiffe, talons, machin chose, parce que c'était presque une injonction. J'avais pas à me ramener avec mon afro, ça n'aurait pas été compris dans ce milieu-là. Je n'allais pas au travail en basket, évidemment, sauf le vendredi pour le Friday wear. Tu vois, il y avait un code vestimentaire. Et quand j'ai vraiment relevé la tête tout doucement, j'ai teint mes cheveux. Un jour, je suis allée au salon. Je voulais juste faire une petite couleur sur les extrémités. Et en fait, la coiffeuse s'est loupée. Et j'ai fini rouille. Ça, c'est fun, ça. J'ai terminé rouille. Alors, mon mari est arrivé, il était comme ça. Et moi, j'étais là. C'est bien, non? Tu me motives un peu. J'ai dit: «Attendez-moi», tu sais que mes repousses et cetera, et Ouais, quand ouais. mes cheveux ont repoussé, en fait, je les ai coupés. J'ai pas fait le big shop, mais j'ai coupé mes cheveux et je l'ai vraiment vécu comme une renaissance. Et je me Mhm. souviens de la coiffeuse qui me disait: «Eh bah, dis donc, vous alors, je coupe tes longueurs et tu t'inquiètes pas. D'habitude, les clientes, quand on commence à couper un peu là», je lui dis: «Non, non, il y a Mhm. pas de souci, tu es une professionnelle ou pas?» Et je dis coupe, coupe. Et en fait, je l'ai vraiment vécu comme le fait de me réapproprier qui j'étais vraiment. C'était Mhm. moi sans les artifices, sans le tralala. Et j'ai eu ce besoin de renouveau. Mais comme j'ai été, comme je disais, bien entourée, j'ai rapidement, tu sais, avant même mon arrêt, je voulais faire un bilan de compétences. Et en fait, j'avais une collègue qui m'avait dit, tu ne peux pas faire un bilan de compétences si tu en arrêt maladie, tu es obligé de revenir au travail. Tu dois reprendre le travail et après tu demandes un accord. Et moi, j'ai eu un accord de la sécurité sociale pour le faire pendant mon arrêt, ce qui est vraiment exceptionnel. Ah Donc, ouais. vraiment, je te dis, j'ai vraiment été portée. Et donc, j'ai fait mon bilan de compétences. Et c'est vrai que la dame m'a dit, mais qu'est-ce que vous faisiez en banque? Vous n'êtes vraiment pas faite pour ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je dis, bah, il fallait que je paye mes factures. Ouais.
Ouais. Et puis, entre deux, j'ai aussi ouvert un blog qui s'appelle Afroféminine, dans lequel j'écrivais Mmh. des articles, j'écris toujours des Mmh. articles ou des billets d'humeur. Je donne mon point de vue en tant que femme noire, en tant que maman noire. Et ça, c'était Mmh. vraiment très important pour moi Je d'avoir, mettrai le lien, ouais, de ton blog. Mmh. ouais, bah super. C'était vraiment important pour moi d'avoir cette tribune pour donner de la voix et avoir d'autres types de modèles que ce qu'on nous présente dans les masses médias. Et avec les réseaux sociaux, on a l'opportunité de prendre la parole. Et au bout un an et demi, j'ai eu l'idée d'interviewer une jeune femme qui est entrepreneur en Angleterre et qui est chasseur de tête. Et quand j'ai vu les retours, déjà, je trouvais qu'elle avait un parcours mais passionnant. Je me dis, si moi, ça me fait cet effet, peut-être que ça plaira aux gens. Je suis sûre que ça va plaire aux gens. Et quand j'ai publié, j'ai vu que les gens, ça leur parlait énormément et qu'il y avait vraiment une demande, cette soif, cette envie de voir des femmes aussi d'ailleurs, des femmes noires qui vont bien, qui sont fortes pas Mmh. parce qu'elles peuvent tout supporter, mais qui sont fortes parce que euh, elles ont eu des obstacles, elles se relèvent et elles continuent. C'est toute l'histoire de notre vie en fait finalement. On en a plein d'obstacles, tu sais. On n'a pas fini d'en avoir. Et donc quand j'ai vu que ça marchait bien, ben, j'ai réalisé par exemple que le digital me plaisait, mais que j'avais peut-être aussi une appétence en termes relationnels parce que j'arrivais à faire venir des gens sur le blog. Je me suis rendue à Oxford deux ou trois fois pour des événements là-bas avec quelqu'un à qui je travaille et j'ai noué plein de contacts. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas rester dans le digital qui me permet de travailler de chez moi, de voir un peu plus ma famille, de gérer mon emploi du temps comme je veux. Ça, c'était vraiment quelque chose de primordial et de redevenir maîtresse de mon temps. Et c'est Mmh. comme ça que j'ai commencé, après le bilan de compétences, à chercher quelle formation je pouvais faire. Et en 2, 3 mois, je suis tombée sur le social media et je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. En plus, moi, j'ai vraiment envie de travailler, si possible aussi, avec le continent africain. En matière de digital, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais elles n'ont pas de visibilité. Et ça, c'est un de mes projets. J'y travaille. Et je fais plein de trucs en fait. Et en fait, j'ai découvert une vie que je n'aurais jamais eue si j'ai pas eu le burn-out. Donc merci. Même, tu vois, les boss qui m'ont pris la tête à un moment ou à un autre, franchement, je leur dis merci. Parce qu'en fait, ils m'ont aidé à me trouver. En fait, ils ont contribué. Pas qu'ils m'ont aidé à me trouver, mais ils ont Mmh. contribué, en fait. Et c'est pour ça que je disais que on Mmh. devrait tous s'interroger. Quand je fais 3, 4 ans, à moins qu'on soit, tu vois, tu as des gens qui sont, ça ne les dérange pas de faire la même chose pendant des années. Mais au bout de 3, 4 ans, 5 ans sur un poste, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Etc. Pour Mmh. la progéniture ou les gens qui nous regardent, ben moi, je sais qu'aujourd'hui, mes enfants savent encore plus qu'ils ont la possibilité d'être salariés ou d'être à leur compte. C'est une possibilité Ouais, qu'ils vont palper du doigt parce qu'ils ont vu leur maman passer d'un état à l'autre. Ils savent qu'on ouais. peut tomber mais qu'on se relève parce qu'ils ont vu leur maman down. Et j'étais, Mmh. pas que j'étais OK avec, c'est que j'ai essayé de faire de la pédagogie pour eux, de m'assurer que Mmh. ça les détruise pas de me voir comme ça. Mais je Mmh. voulais aussi qu'ils comprennent que c'est pas la fin du monde. Tu vois? Et même moi, tu vois, dans le rapport à eux, quand il y a les devoirs, tu sais, on est souvent très exigeant en tant que parent. Oh, mais comment t'as toujours 17? Comment aujourd'hui t'as eu 12? Ok. Bon, tu as eu 12, tu as eu la moyenne, d'accord? Ok. Ouais. Mais je pense que tu aurais pu faire mieux, non? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Ok, ben lui, il a des facilités en anglais. Ok, je vais l'accompagner, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à aller plus loin. Mais je veux plus, tu vois, je ne fais plus comme avant. Oh, purée, 16, pas assez pour Mmh. avoir 20. Tu sais, Ouais. Ouais, ouais. le parent hyper truc. Il n'y a pas de souci, hein, s'il y a des gens qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté et ça me va bien, en fait. Tu vois, je Mmh. construis, ça que je Non, dis que je c'est vis ma super. meilleure vie, là. Ouais, À presque ouais, 40 ouais. ans, je vis ma meilleure vie. Non, c'est super, c'est super. Ça montre aussi, tu vois, ton ouverture aussi, parce qu'il fallait aussi accueillir ça et se questionner et se regarder à l'intérieur de toi pour faire ces ajustements-là pour arriver à aligner tes valeurs avec ce que tu fais. Je trouve que c'est génial, en fait. Euh, Justement, j'ai, oui. ouais, j'ai deux petites questions. Tu as parlé de, voilà, je pense que
ta compassion envers toi-même a évolué aussi parce que quand tu parlais, je me disais euh, que ta loyauté envers ton employeur était plus grande que ta compassion envers toi en tant que personne souffrante qui tu vois, par exemple, quand tu as été mis en arrêt, je me dis que je pense que ta compassion même envers toi-même a évolué. Je le sens, je sais pas. Ah oui, oui. C'est marrant parce que j'ai jamais pensé à ça comme ça. C'est vrai. La loyauté envers l'employeur plus forte que la compassion envers soi-même. Mais on a tellement envie quand on est dans ce genre de milieu ou même de mouvance, de façon de penser, de fonctionner. On a tellement envie et encore plus quand pour les personnes racisées. Tu sais, on est même inconsciemment dans une posture où on veut prouver. Et il faut sortir de cette posture pour donner le meilleur de nous et enjoy la vie. On n'est pas là Mm, pour les gens. En fait, les autres, ils s'en foutent, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire. À nous d'en faire autant. Ça ne veut pas dire que quand il y a des choses qui vont mal, on ne doit pas les pointer du doigt, on les pointe du doigt. Mais cette espèce d'injonction, parce que je suis noire, je dois faire plus. C'est vrai que ça, j'ai quelques loupés, des fois je le dis, parce que c'est aussi vrai qu'on est dans des sociétés dans lesquelles on nous attend beaucoup au tournant. Mais à force d'essayer d'être au rendez-vous de là où on nous attend, on passe à côté du fait de vivre. On passe à côté du fait de... Tu sais, c'est de l'énergie hein, qu'on met à faire ça. C'est de mm, l'énergie qu'on met à faire ça et on perd notre créativité, on perd notre authenticité, on perd notre punch et notre panache. Et je dis souvent à mon conjoint que, et même aux gens en général, qu'il y a une chose que j'ai, sur laquelle je pense avoir failli, c'est d'avoir laissé les gens toucher à mon intégrité, à ma confiance en moi. Et la mm, confiance en soi, Myriam, c'est quelque chose aujourd'hui que je ne laisserai personne toucher chez moi. mm, Tu peux faire ce que tu veux, penser ce que tu... Ma confiance en moi, là, c'est ça qui m'aide à être performante dans ce que je fais. C'est ça qui m'aide à donner le meilleur de moi. Parce que si je suis confiante avec qui je suis, si je suis mais au clair, si je suis OK avec mon identité, avec ce que je vaux, bah, je peux déplacer des montagnes. Je peux déplacer mm, des montagnes. Alors que si les gens réussissent à toucher à cette confiance en soi, tu commences à douter. Quand tu commences à douter, tu es plus efficace. Parce mm. que tu sais plus, je fais pas, tu doutes pour Ouais. tout. Et tu perds parce que tu as besoin de prendre des décisions dans la vie. Et ces décisions, Mhm, pour les prendre, il faut que tu sois confiante en toi. Et j'y veille particulièrement. Donc oui, j'aime beaucoup ton expression. J'ai appris que tomber, c'était pas grave. J'ai pas eu mhm. beaucoup d'échecs scolaires. Donc vraiment, j'ai mon plus gros échec, c'est d'avoir manqué le permis. C'était la fin de ma vie, je te dis. Ah oui? C'était, oh, c'est pas possible, c'est pas difficile. Comment j'ai fait pour le rater autant de fois? Oui, c'est pas grave. J'ai pas le Mm, permis et ça fait pas de moi quelqu'un de moins ci ou moins ça. mm. C'est pas grave, bah, je l'aurai quand je l'aurai. Oui. Et Moi, j'ai fait une année de conduite pour quand même aller rater. Donc, je rassure, je me sens moins seule. j'ai eu à la deuxième fois, mais j'ai une amie qui a fait 4 fois, qui a même fait la séance chez le psy pour pouvoir, pour voir, parce que des fois, il t'envoie, c'était en Suisse, il t'envoie regarder quand même s'il n'y a pas un problème au bout de Ah, moi, quatre je fois. connais Mais quelqu'un. aujourd'hui, elle conduit nickel, hein, donc Bah, tu ça m'étonnes. va. Après les séances de psy, moi, je connais quelqu'un qui est prof à l'université qui l'a fait 9 fois, quoi. Donc bon, Ah bah voilà, tu vois. tu sais. Ça veut pas dire, tu vois. Oui. Mais donc oui, je réponds à ta question, oui, complètement. Je pense que sans, j'avais pas mis de mots dessus, je te remercie. Je suis Mm, compatissante avec, avec moi-même et ça, j'essaye de l'être avec les autres. J'essaye. mhm, C'est mhm. important. Donc voilà. Et tu as beaucoup parlé de lâcher prise, que tu n'arrivais pas à lâcher, Mm. à tu vois, tu dis que c'est l'ego qui faisait. Donc aujourd'hui, tu dirais que ben, dans certaines situations, il faut lâcher, quoi. Il faut laisser, il faut se dire, c'est pas pour soi. Et, Mm. En et fait, se choisir, en fait. Mm, c'est ça. T'as tout dit. En fait, des fois, on vit le lâcher prise comme un aveu d'échec. mm, Et ça aussi, c'est un piège parce que il faut choisir ses combats, en fait. Il faut choisir ses combats. Si tu ne choisis pas tes combats, tu vas te retrouver à être sur toutes les batailles en même temps et à vouloir tout embrasser, on ne réussit rien, en fait. mm, Il y a des combats qui sont inutiles, vraiment.
Et ça, c'était un combat inutile. Parce que, tu vois, la preuve, c'est que je n'y suis plus. Et pour la petite histoire, j'ai été reconnue, il a été reconnu que j'ai été reconnue en maladie professionnelle, donc il a été reconnu que mon état de santé avait été causé par les conditions de travail créées par mon employeur et c'est tout ce que je voulais. Moi, la dernière séance que j'ai eue, c'était avec un psychiatre, carrément un psychiatre, du Mmh. fameux comité. Et la dernière, il m'a gardé un entretien 3 heures. Et la dernière question qu'il m'a posée, j'étais déjà debout, j'avais mis ma veste. Il me dit, attendez, attendez. Oui, bah, pourquoi vous, bah, déjà, il me dit, est-ce que vous savez que on a été auditionné, votre patron, etc. Vous savez qu'il nous a dit le contraire de ce que vous dites. Je dis, bah oui, je sais. Il est responsable de ce qu'il dit. Je suis responsable de ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que j'ai Amazing. vécu. C'est ma vérité. Et je n'attends pas qu'il l'embrasse. Il n'y a pas de problème. Mmh. S'il veut dire autre chose, je suis OK et factuelle et donc je peux défendre Mmh. mon point de vue. J'ai aucun problème avec l'idée qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Et il m'a Mmh. demandé ce que je voulais, qu'est-ce que j'attendais en fait de la procédure de maladie professionnelle. Et je lui ai dit, ben, je n'attends rien d'autre que de la reconnaissance. Je Mmh. veux que ce soit reconnu, que c'est pas moi qui ai pété un câble, c'est pas que je ne vais pas bien, c'est que les conditions dans lesquelles on met le salarié, on m'a mise, n'étaient pas propices à ce que je reste en bonne santé. Point. Mmh. Et c'est ce qui est Ouais. arrivé. Donc il faut pas lâcher. Si vous êtes accompagné, vous êtes suivi, vous savez, à l'intérieur de soi, on sait quand l'environnement est Mmh. toxique, hein. On le sait. Oui, Tu on le vois? sait, oui. Donc, quand Mmh. tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lâches prise? Lâcher prise, c'est pas la fuite, hein. Des fois, tu fuis pour te sauver. S'il y a un, il y Mmh. a, on va au zoo là demain, on veut vous Mmh. regarder, voir les animaux, etc. La cage du lion s'ouvre, mais je te jure que mon nez Oui. va sauter, hein. Ah bah oui, on va courir, hein? Ah Ah! ouais. Mmh. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on a le réflexe de survie, on a l'instinct de Mmh. survie en nous. Et l'instinct de Ouais. survie, c'est aussi une forme d'intelligence émotionnelle. Et c'est pas forcément, tu vois, un danger physique, mais l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de voir que là, c'est plus intéressant pour moi de garder mon énergie et de partir plutôt que de rester pour prouver à je ne sais trop qui quoi que ce soit. Parce que Mmh. des fois, en fait, la réussite, le bonheur, la réussite, c'est vraiment ce sentiment de je suis en phase avec ce que je fais et avec moi-même, en fait. Dire que ce que je fais Mmh. aujourd'hui n'altère pas, n'agresse pas mes valeurs intérieures. Et le corona, le confinement nous l'a prouvé. On a vu pendant le confinement des présidents hyper capitalistes nous dire restez chez vous, retournez à l'essentiel, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, on était mis face à vraiment notre impuissance commune et Mmh. collective. Et c'est que là, il n'y avait plus de tiers-monde, il n'y avait plus de grandes puissances, il y avait juste des pays avec des êtres humains qui veulent rester en vie et qui veulent être safe. Mmh. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui dans lesquelles les gens ne sont pas retournés à 100% au travail. C'est bien parce Mmh. on a quand même un peu compris, même si après le déconfinement, on est revenu à à notre ancien moi, on a quand même compris qu'en fait, on est bien peu de choses. Alors, la question, Mmh. c'est le temps qui te reste, parce que le temps, il est compté, tu vois. Et ce Mmh. qui compte pour moi, c'est Yes. de faire quelque chose de beau, d'intéressant pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour mes Mmh. conjoints, pour les gens que j'aime, etc. Et mon temps, je ne veux plus l'utiliser avec des gens, perdre avec des gens comme ça. Tu vois? Ouais. C'est qu'aujourd'hui, je vais Amazing. même choisir mon entourage. Je sélectionne mon entourage. Et ce qui est bien quand tu es freelance, c'est que bon, c'est vrai, tu cherches des contrats parce que tu as besoin de vivre, mais tu choisis quand même aussi. C'est pas parce que je veux un contrat aujourd'hui que je vais signer avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en phase. Si je sens que les Mmh. valeurs de la personne me heurtent, me dérangent ou ne correspondent pas du tout, ou son sujet ne m'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Je passe mon Mmh. tour, il trouvera quelqu'un Ouais. qui lui correspondra et moi je travaillerai avec quelqu'un qui me correspond, tu vois? Toujours dans Ouais. cette recherche de qualité de vie, en fait, Ouais. que je ne ferai pas en CDI. En CDI, je serai obligée de faire avec le collègue qui me prend la tête toute la journée, de faire avec le grincheux, de faire avec le belliqueux, parce qu'on a signé, on est tous dans le même bateau. Là, non, je suis seule dans mon bateau. Je sais que si je refuse un contrat, je vais devoir travailler un peu plus pour en avoir un autre récompensé et je suis OK avec ça. Mmh. Voilà. Ouais. C'est gé c'est génial. Merci beaucoup, vraiment. Un dernier mot pour les femmes qui vont accueillir ton témoignage. Waouh, trop d'honneur. Si j'avais un dernier mot à dire aux femmes qui m'entendent et peut-être aux hommes aussi,
c'est Mhm. que c'est important de se connaître. La connaissance Mm. de soi est, à mon avis, un travail. C'est vraiment une construction. C'est un travail quotidien parce qu'en plus, l'être humain évolue. Apprenez à vous connaître, à vous écouter. Quelles sont vos limites? Quelles sont vos valeurs? Où est-ce que vous voulez aller? Où êtes-vous aujourd'hui? D'où venez-vous? Et c'est super important de connaître et de considérer son histoire parce que ce qu'on vit, notre façon d'accueillir les événements est vraiment le produit du parcours qu'on a eu avant et des leçons qu'on a tirées ou pas. Et apprenez à vous connaître, à vous écouter, soyez observatrice et observateur et accordez-vous euh, de faire des choix qui vous correspondent. Vous pourrez vous Mm. tromper et ce n'est pas grave. Si vous vous trompez, vous aurez appris que c'est pas ça qu'il faut faire et qu'il faut faire autrement. Mais accordez-vous une chance, en fait. C'est vraiment ça que je voudrais dire. Il faut s'accorder une chance dans la vie. Mm. Voilà. C'est génial. Merci vraiment, merci Dominique pour cette entrevue. Un plaisir, Myriam. On serait tout le temps toutes les deux, donc Ouais, vraiment. non, mais,